Merci, ouais, je vois qu'il y a des ça y est, vous maîtrisez bien maintenant cet onglet, Q&R, donc merci pour tous vos messages et donc n'hésitez pas, hein, pendant tout le déroulé de ce webinaire, de mettre vos questions, vos commentaires. On les traitera en direct avec Joachim et Alexandre. Donc, une nouvelle fois, merci, merci d'être avec nous, pour cette masterclass, ce webinaire, matinal autour, de l'IA ou plutôt des IA et d'un certain type d'IA qui sont les IA génératives. On va les décrire juste après. Et puis on va s'intéresser à l'impact, que ces IA ont sur les professionnels du marketing digital et on va dire d'une façon générale sur les professionnels de la communication et du marketing, que, nous sommes pour la plupart, ici, connectés. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont intéressés par ces métiers. Donc ces impacts, on peut déjà dire qu'en fait, ils sont réels et concrets, hein, aujourd'hui, hein. On est le 20 juin, il y a pas tellement à se poser la question demain, hein, c'est plutôt maintenant déjà qu'est-ce qu'il faut faire et puis ensuite par anticipation, est-ce que, il y a des signaux faibles, auxquels il faut s'intéresser, dès maintenant pour s'adapter? Parce qu'on verra aussi pendant ce webinaire que finalement l'adaptation elle est des 2 côtés, où effectivement les IA, elles s'adaptent à l'humain, mais c'est nous aussi qui avons le plus gros du chemin à faire, hein, en nous adaptant aux IA. Je m'appelle Louis Duroul, je suis le directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-commerce de Vinci Executive Education. Je le suis depuis quelques mois puisque mon prédécesseur est parmi nous. Il s'agit d'Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bon, tu reviens un petit peu sur tes terres? Bah, merci pour ton invitation, Louis. Je suis ravi toujours d'être déjà par le cœur sur ce MBMCI à vie. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et pour venir parler évidemment d'intelligence artificielle, qui est un des sujets clés de ce parcours de formation du MBMCI. Alexandre, donc, bon, tu continues bien sûr d'intervenir au sein du MBA, mais tu as des activités en tant qu'entrepreneur. Alors, je vais dire serial entrepreneur, et plus particulièrement dans les IA, hein. C'est un sujet que tu creuses depuis quelques années maintenant. Alors, depuis quelques années, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Joachim au sein justement de masterclass qu'on a co-organisé et on s'est rendu compte très, 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 très tôt que l'intelligence artificielle allait prendre une place prenante, mais ça s'est accéléré. Au mois de juillet dernier, il y a une intelligence artificielle qui est arrivée, qui s'appelle Midjourney, qui fait partie des intelligences artificielles justement génératives et qui permet de réaliser des images complètement incroyables. D'ailleurs, c'est celle que vous voyez tourner derrière moi que j'ai réalisée avec Midjourney. Et à partir de là, je me suis dit qu'il se passait vraiment quelque chose de nouveau, de différent, et qu'on allait pouvoir interagir plus facilement et obtenir des résultats complètement fous, sans être un ingénieur, sans être un scientifique, sans avoir des formations très très longues pour utiliser des intelligences artificielles. On allait pouvoir tous rendre accessibles ces IA au commun des mortels, quoi. Donc c'est ça qui était fantastique. Donc j'ai un vrai coup de foudre pour cette intelligence artificielle. J'ai pas dormi pendant des semaines en l'utilisant tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à ce que je comprenne un petit peu que c'était pas magique, mais que ça l'était presque. Donc en fait, voilà, on a un petit peu le cul entre deux chaises en ce moment en disant est-ce que c'est magique, est-ce que ça ne l'est pas. En tout cas, on va en parler, Louis, mais c'est fantastique tout ce qu'on va pouvoir faire grâce à ces IA. Merci Alexandre. Et donc tu partages ce panel avec Joachim Massias, qui est le directeur pédagogique du MBA Management de l'IA, donc de Devance Executive Education. Mais pas uniquement, puisque à côté également, Joachim, tu t'intéresses de près à l'IA. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. Je suis au-delà d'être directeur du MBA en intelligence artificielle et data innovation de Vinci, donc du même groupe dans lequel il y a également le MCI. Je suis directeur conseil d'un cabinet de conseil qui intervient auprès des entreprises sur à la fois les aspects technologiques et un autre aspect que je trouve important au-delà des IA génératives sur lesquelles je travaille depuis un certain temps, c'est les aspects RSE et notamment, on va parler technologie responsable, on va parler. Donc, en gros, comment on peut optimiser, hein. Il ne s'agit pas du tout d'être contre la technologie, ou bien au contraire, c'est de voir comment on peut utiliser cette technologie pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure utilisation des ressources, qu'elles soient au niveau de la data, qu'elles soient dans les projets. Donc voilà, mon objectif, c'est de faire en sorte à la fois d'accompagner des grandes entreprises, des ETI taille intermédiaire, et également de former, donc à travers le MBA, des personnes qui vont être amenées demain
à mettre en place ces projets intégrant de l'intelligence artificielle. Alors, comme le disait Alexandre tout à l'heure, il y a des IA génératives qui sont, et là c'est le sujet central de cet échange, très importantes, hein, vraiment qui vont être une révolution. Mais il y a toutes les autres IA hein, qui sont déjà très, très, très présentes dans le quotidien de chacun. Merci Joachim. Et donc, tu l'as dit, on va se concentrer plutôt sur les IA génératives. Alexandre nous a cité effectivement une des plus connues qui est Midjourney. Alexandre, est-ce que tu peux nous donner une définition, on va dire, la plus simple et la plus compréhensible pardon, possible autour des IA génératives? Parce qu'on entend des noms finalement, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, mais concrètement, de quoi il s'agit? Alors, une intelligence artificielle, donc c'est un système qui va permettre, notamment à partir de textes, de générer des images ou d'autres textes, des médias d'une façon générale, à partir de ce qu'on appelle un prompt. Donc, on écrit quelque chose et l'IA nous génère un document, du son, une musique, une voix off, une vidéo et beaucoup de choses encore. Donc, c'est le principe de l'IA générative qui va générer des contenus en fait à partir d'un prompt. Ça, c'est l'IA de, on va dire, simple. Il y a d'autres types d'IA. Joachim va peut-être mieux nous en parler encore. Il en existe plein et on parle aujourd'hui de nouvelles IA qui vont arriver sur le marché, qui sont des IA prédictives. Donc là, on est dans encore d'autres types de domaines. Mais en gros, c'est celle que vous utilisez tous les jours si vous utilisez ChatGPT, l'IA générative. C'est celle qui génère des contenus à partir d'un prompt. Et donc, Alexandre, la différence par exemple, avec un moteur de recherche, c'est vrai que c'est un petit peu la même interface, hein. On a un endroit où écrire du texte, sauf que bah, c'est bien plus puissant dans le cas des images génératives parce que ça ne fonctionne pas uniquement sur des mots-clés. Bah, quand on est sur un moteur de recherche, Google, qu'est-ce qu'il fait? Il a un algorithme, il va chercher les pages qui sont le plus susceptibles de répondre aux mots-clés qu'on a tapés. Mais les pages existent déjà. L'IA générative, elle va gérer et elle va créer des contenus en temps réel à partir de la phrase que vous avez prononcée. Alors, c'est pas tout à fait ça, puisqu'en fait, ça existe déjà aussi, puisque c'est des modèles qui ont été déjà entraînés. Mais elle va quand même créer du contenu original qui n'existait pas quelques secondes avant que vous tapiez le texte. Il va y avoir des choses originales. Ce qui n'est pas le cas d'un moteur de recherche qui ne va reprendre que des pages qui sont déjà écrites, qui sont des sites web, en fait, qui vont être scannés par Google et qui vont être rapportés. Donc, c'est assez différent. En revanche, là où tu as raison, Louis, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et le marketing digital va complètement évoluer à cause ou grâce à ça, c'est qu'aujourd'hui, on mélange les deux. Si vous allez sur le moteur de Bing, vous avez la possibilité à la fois de dialoguer avec une IA, qui est l'IA de ChatGPT en l'occurrence, puisque Microsoft a investi dans OpenAI. Et donc, cette IA va vous permettre de dialoguer, de préciser vos requêtes. Et vous allez avoir aussi le moteur de recherche de Bing qui va vous rapporter des pages qui sont des pages qui existent déjà. Donc, vous allez avoir le mélange des deux mondes. Et c'est ça la nouveauté, je pense. Et c'est ça la nouvelle interface. Et c'est ça qui va tout changer dans le marketing digital, puisqu'on va être évidemment confronté à d'autres types d'écriture et à d'autres types de contenus. Oui, tu as raison, Alexandre, effectivement, de parler de Bing, hein, qui donc intègre de l'IA dans son moteur de recherche, parce que finalement, la question, c'est pas pour ou contre l'IA, c'est plutôt bah, quel est son taux d'adoption et concrètement, quels sont les usages. Joachim, tu as piloté une récente étude sur les Français et les IA génératives pour le compte de l'IFOP et du groupe Talent. Et on découvre dans les résultats de cette étude, hein, qui est toute récente, je crois que c'est mars ou avril, Exact. qu'il y a un écart entre la notoriété donc des IA génératives, voilà, les noms qu'on a cités, Midjourney, ChatGPT, et leur utilisation réelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors je vous partage rapidement. Alors, indiquez-moi si vous l'avez à l'écran, parce que moi, à l'image, j'ai un léger décalage. C'est en train d'arriver. C'est en train Vous voyez d'arriver. apparaître les slides. Et si tu veux ajouter quelque chose sur la définition de l'IA générative, Joachim, je suis preneur. Oh, simplement qu'effectivement, ce sont des IA qui sont, comme tu le disais, entraînées à partir de volumes de données absolument gigantesques et qui ont la particularité, en fait, de se différencier des autres IA qui, par exemple, vous avez des IA qui sont capables de faire de la reconnaissance hein, d'images. Vous avez sur votre téléphone des IA qui vont être capables de faire le focus sur une personne par reconnaissance du visage. Vous avez des IA qui vont être capables de faire, comme tu le disais, du prédictif. Ça existe déjà dans beaucoup d'entreprises. On va faire en fait de l'étude d'un corpus de données plus ancien et d'être capable de prévoir ce qui peut potentiellement se produire, par exemple, pour dans l'industrie, hein, voir s'il y a des défaillances qui peuvent
arriver. Là, est-ce que vous avez à l'écran les Oui, slides? oui. Ok. Et donc, vous avez les IA génératives. Et comme tu le disais, ce qui est très important, c'est que ça fait peu de temps qu'on en parle. Depuis juillet dernier, il y a l'arrivée de Midjourney, certains s'en saisissent. Et puis, on a après l'arrivée de ChatGPT avec OpenAI. Et on va avoir l'émergence, en fait, petit à petit, d'énormément d'articles sur le sujet. Et on voit que 71% des Français, en fait, en ont entendu parler, ce qui est gigantesque en aussi peu de temps. 71% des Français, il y a peu de technologies qui sont allées aussi vite. On a ensuite, et ça c'est un autre point très important, 74% de ces Français qui pensent qu'elle constitue une nouvelle révolution industrielle. Ça veut dire qu'il y a une compréhension que ça va changer quelque chose. Et donc ça, c'est très important pour nous, pour les métiers de la communication, les métiers du marketing ou les experts métiers dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose et donc il faut s'en saisir. Et évidemment, comme tu le disais, la communication s'est faite massivement autour de ChatGPT. On voit 62%. On va avoir ensuite Bing qui intègre OpenAI, puis Midjourney. On va ensuite avoir dans les usages l'augmentation principalement des connaissances, c'est-à-dire les personnes vont utiliser, et c'est souvent, on se doute à travers ChatGPT, on va augmenter ces connaissances, on va ensuite faire des recherches, on va passer à des fonctions un peu plus professionnelles, c'est-à-dire on va commencer à traduire des textes, on va générer des lettres, des tribunes, et puis on va augmenter sa productivité. Et ça, c'est important. Ça veut dire que les gens sont conscients, en fait, que ces IA, et à un taux assez élevé, sont là pour augmenter les capacités qu'on peut avoir, en fait, soit dans son travail, soit au quotidien. D'ailleurs, au passage, l'utilisation des IA génératives pour faire des recherches, ça reste un domaine, et vous verrez pourquoi j'y reviendrai tout à l'heure, sur lequel il faut rester quand même très attentif. Il faut connaître le domaine sur lequel on fait des recherches parce que ça génère aussi des erreurs. Voilà. Donc, il faut l'avoir en tête, c'est que, attention, on va certainement avoir beaucoup de contenu ou de connaissances qui sont un tout petit peu biaisées par certaines erreurs. Donc, ce n'est pas forcément la fonction la plus utile, en tout cas, dans ChatGPT, mais en tout cas, c'est très utilisé pour ça. Et un Alors, autre point très important, c'est que 45% des 18-24 ans, en fait, utilisent les IA génératives. Alors, on n'est pas surpris, on se doute que c'est la tranche d'âge qui va le plus l'utiliser. Mais par contre, seuls 18% des 35 ans et plus l'utilisent. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que, comme c'est évoqué, ça va entraîner un vrai changement, dans les entreprises notamment. Et à partir du moment où vous avez une tranche d'âge qui s'en saisit beaucoup moins qu'une autre, vous allez avoir un phénomène très simple, c'est que les nouvelles générations qui arrivent en entreprise vont avoir des habitudes d'utilisation, de travail qui vont être un petit peu différentes, et vous allez avoir sans doute en face un braquage parce qu'une partie, souvent la population des 35 ans et plus, sont des managers, et donc vous allez avoir une partie en face qui va tout d'un coup ne pas comprendre ces différents usages. Donc il faut absolument faire un travail pour que cette population évolue très vite, un accompagnement au changement en tout cas nécessaire. Ensuite, un autre point important, c'est que 68% des Français qui utilisent des IA génératives dans l'entreprise ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Alors, ce n'est pas le cas qu'en France. Aux États-Unis, il y a des données similaires. Donc, ça montre qu'on utilise ces outils aussi pour justement plus de productivité et qu'on ne veut pas forcément le dire, en tout cas dans un premier temps. Et donc là, il y a une nécessité d'ouvrir un petit peu les chakras. Un point aussi à noter, et ça nous concerne directement, c'est que 72% des personnes qui utilisent les IA génératives estiment ne pas avoir les connaissances suffisantes en fait pour les utiliser. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que vous allez avoir une partie des personnes qui les utilisent qui vont probablement les rejeter et donc ne pas les utiliser de manière quotidienne parce qu'ils ne savent pas ou elles ne savent pas les utiliser de manière efficace. Et ça, on le voit au quotidien, nous, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles on implémente des outils génératifs. Et enfin, pour terminer, 51% qui estiment que les enseignants doivent s'en saisir. Et justement, on a cette chance à De Vinci Executive Education, que ce soit dans le MBA MCI, que ce soit dans mon MBA en intelligence artificielle, d'être au cœur en fait de cette transmission, d'être au cœur en fait de la formation de ces générations pour faire en sorte en fait qu'elles maîtrisent complètement ces outils. J'arrête le partage, vous me dites si c'est bon. Je dois avoir 15 secondes de décalage donc à l'image. Non, ça Enfin, fonctionne très bien.
Un Parfait. petit complément sur ce que tu Bien dis sûr. quand tu parles d'erreurs que font les IA. Alors, c'était d'autant vrai avant que ChatGPT soit connecté à Internet. Aujourd'hui, il existe des plugins qui permettent à ChatGPT et à toutes les autres IA maintenant d'aller chercher de l'information temps réel sur Internet. Et donc ça va réduire le nombre d'erreurs. Il y en aura toujours, bien évidemment, mais comme sur une page web, elle peut être aussi remplie d'erreurs, hein. Il y a quelqu'un qui a saisi de l'information qui peut être erronée. Donc c'est la même chose, sauf que maintenant, la différence, c'est que bah, il y a une connexion temps réel. Et on n'est plus, quand on est sur le modèle 4 de ChatGPT, on n'est plus bloqué à 2021 comme c'était le cas, puisque les données étaient entraînées jusqu'à 2021. Donc évidemment, on n'avait pas la suite. Aujourd'hui, on a la suite. Si on paye ChatGPT 4 ou si on va sur d'autres IA, comme notamment celle qui existe sur Bing, on a l'accès temps réel. Donc la connexion Internet plus la réflexion du modèle. Donc on a le bénéfice des deux systèmes. Donc on va faire encore moins d'erreurs que d'habitude, quoi, ça c'est sûr. Je suis Mais il y a 100% encore toujours des erreurs. Je suis 100% d'accord. Mais justement, il faut que les gens sachent qu'on doit utiliser l'accès à Internet en même temps. Et donc, c'est toute cette démarche en fait Bien sûr. d'apprendre, de comprendre et d'être capable d'expérimenter en fait avec les bons outils. Effectivement, il y a l'utilisation d'Internet en parallèle, mais encore faut-il que les gens soient sur les comptes payants, donc qu'ils sachent que les plugins sont accessibles sur les comptes payants, qu'ils ont cette fonctionnalité et qu'ils sachent qu'en fait ça génère des erreurs. Pour moi, c'est pas un Bien sûr. problème que ça génère des erreurs. C'est plus que si les gens le savent, ils sont capables de contourner en fait très facilement. Tout à fait. Ben, on apprend dans les MBA à critiquer en fait ce qu'on trouve sur Internet d'une façon globale, à analyser, à trouver d'autres sources. Ça fait partie des premiers cours quand on apprend à faire de la veille, faire de la recherche efficace. Donc évidemment avec une IA, il y a encore d'autres règles à créer, à inventer, à découvrir ou à analyser. Mais on arrive à obtenir des résultats plus que pertinents et satisfaisants, à condition évidemment d'appliquer les bonnes règles et d'avoir suivi la bonne formation pour utiliser correctement ces IA. C'est vrai que on va dire que dans toutes les entreprises que moi aussi que j'ai comme client, la plupart du temps, ils se sont arrêtés au fait qu'on a entendu qu'en 2021, le modèle était arrêté, qu'il n'y avait pas de plugin, qu'on ne pouvait pas y accéder. Donc, ils sont restés sur cette insatisfaction. Mais en fait, on est déjà dans un autre monde. Et Joachim, tu le sais très bien, ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Donc, ce problème-là va tendre à disparaître rapidement. C'est-à-dire, je pense que si on refait le même sondage dans un an, on verra bien qu'il y aura plus cette question-là. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres problèmes, mais pas cette question-là. Je Alors pose justement, une question parce vas-y, Joachim. qu'il y a juste une question là qui est sur comment l'IA cherche sur le web, car les résultats ne sont pas les mêmes qu'avec une recherche Google. Alors, dans le cadre de ChatGPT, c'est assez simple puisque le moteur qui est utilisé du fait du partenariat avec Microsoft, c'est Bing, donc ça n'est pas Google. Et d'autre part, en fait, les résultats que vous pouvez avoir sur un moteur de recherche comme Google ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre, hein, puisque ça dépend de plein de facteurs. Moi, j'estime que ça n'est pas réellement un outil de recherche, mais c'est un outil de recommandation en fonction d'un certain nombre de critères, Google ou Bing d'ailleurs. Et donc, en l'occurrence, vous n'avez pas la réponse la plus adaptée à ce que vous cherchez, mais la réponse la plus adaptée à ce qu'une masse de gens ont cherché, ce qui est très différent. Mais c'est ce que faisait déjà Google. Exactement. Avec la pertinence au sens de Google, la pertinence de la requête, de la réponse de Google, c'était ce qui avait été le plus cherché. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on tape aussi un mot et qu'apparaissent tous les autres mots des requêtes qui ont été faites. Donc c'est le même principe en fait. Alors, merci pour vos questions. On va pas toutes les prendre parce qu'effectivement, il y en a certaines qui sont très propres aux IA et donc notamment à la concurrence que sont ces différentes IA. Donc, il y a Christophe, par exemple, qui nous dit est-ce que Firefly pardon, et DALL-E vont attraper l'avance de Midjourney et Stable. Donc, on va pas faire Je peux faire la une réponse course en à 10 secondes l'IA. hein, si tu veux. Oui, en 10 secondes. Allez, Alors, vas-y, Alexandre, en 10 secondes. Voilà. Pour près l'instant, 10 secondes Midjourney a après. une grosse avance pour moi, c'est évident. En revanche, toutes les autres IA vont faire un travail colossal aussi pour rattraper. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore arrivés sur le marché, que j'ai déjà découvert. Et Firefly, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une démonstration en temps réel dans quelques minutes. Je me suis amusé à changer des tableaux de maîtres et à les agrandir. Donc, il y a des marques qui font ça. J'ai créé une base de données d'ailleurs de tous les usages des marques qui ont utilisé l'IA générative pour faire des créations et faire des comptes. Donc, je suis en train de réunir tous les cas qui existent. J'en ai recensé plus de 100 déjà. Et donc, il y a plein de choses à montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que de toute façon, les progrès sont colossaux dans toutes ces IA. Ce qui est incroyable, c'est que toutes les semaines,
tous les mois, on assiste à une révolution, à une amélioration complète. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre à un instant T va évoluer très rapidement. Et nous, dans le MBA MCI, c'est ce qu'on apprend aux étudiants. On leur apprend à interagir et à continuer. C'est pas un cours qui s'arrête et qui est figé. C'est un cours qui est en évolution permanente. Et pour Euh, compléter ce que dit Vas-y, Alex, Joachim. je vais te laisser après Louis sur le déroulé parce que ça Ouais. va être après, mais Vous me pour craquez absolument tout le webinaire, mais j'étais sûr avec les deux que ça allait se passer comme ça. On est passionné, qu'est-ce que tu veux? Juste pour compléter ce que dit Alexandre, en Midjourney, en fait, permet de générer à travers un prompt une image complète. Quand on va du côté de Firefly, et encore plus d'un outil que j'utilise, et je pense à Alexandre aussi et Louis, quand on prend Photoshop Beta, qui intègre du génératif, en fait, on est capable de créer une image par bout. Soit une image complète, soit une image par petits bouts. Et ça permet en fait de changer complètement la manière de concevoir une image. Ce que ne peut pas aujourd'hui faire Midjourney. Vous allez être obligé de faire un prompt général et d'obtenir un résultat, de changer certaines caractéristiques. Mais par contre, avec Photoshop Beta, vous êtes capable d'ajouter un oiseau sur une image préconstruite. Donc, c'est complémentaire. Ce n'est pas opposé, c'est complémentaire. Là, on est sur Photoshop bêta, comme tu dis, tu vois. Et donc, par exemple, j'ai une photo assez amusante de quelqu'un qui faisait du ski nautique, voilà, sur la scène. J'ai trouvé que la photo était sympa et je lui ai rajouté des requins. Donc voilà, j'ai demandé simplement à l'IA de me rajouter des requins et il m'a rajouté des requins simplement en dessinant une zone. Voilà, on peut faire ce genre de petites choses en une seconde, simplement en dessinant une zone, comme cela, et puis en lui disant ce qu'on veut, en écrivant un texte ici. Donc si j'écris Shark, on va le faire juste en une seconde pour vous montrer à quel point c'est facile. Il n'y a plus besoin de maîtriser quoi que ce soit. On appuie sur le bouton Dessine-moi un requin. Ça va être plus ou moins sympathique, mais l'IA va nous proposer trois éléments en quelques secondes. Vous voyez la barre qui est en train de progresser. Et effectivement, on peut rajouter. Voilà, donc là, il m'a créé le requin que vous voyez là. Et il m'a donné d'autres versions. Voilà une autre version et encore une autre version. Donc en une fraction de seconde, simplement en dessinant même très rapidement une zone sur votre écran, vous allez générer, c'est ça l'IA générative, des images. Donc vous voyez, c'est quand même pas très très compliqué en termes d'accès. Il n'y a même pas besoin d'utiliser Photoshop pour faire ça. Ça existe au-delà de Photoshop. Donc, que ce soit avec Bing, donc moteur de recherche, ou là dans la suite Adobe, en fait, on voit que l'IA est déjà intégrée à ces outils. Et en fait, c'est quelque chose d'indolore. C'est qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'utiliser des IA. Ça fait partie des outils qui nous sont proposés. Et puis, on voit que c'est extrêmement simple. Thomas nous demandait ce qu'était un bon prompt pour dialoguer avec ces IA. Alors, on ne va pas le traiter dans ce webinaire, mais objectivement, sur le web, dans des blogs, sur LinkedIn, vous avez énormément d'utilisateurs de ces IA qui partagent leurs prompts, qui vous montrent le résultat et qui ensuite qui décortiquent comment ils en sont parvenus. On apprend beaucoup justement avec ce partage, donc on ne peut que vous recommander de lire ces billets et bien sûr d'expérimenter. On va. Est-ce que tu me permets quand même de faire une réponse Vas-y sur ça parce que Alexandre, c'est important? ce sont des pirates. Vas-y Ouais, Alexandre. mais c'est pas des pirates, mais ils posent une bonne question. Et moi, j'ai une théorie assez différente de ce qu'on lit sur Internet d'une façon globale. C'est pour ça que j'aime bien m'exprimer sur ce sujet-là. Moi, je crois que faire un bon prompt, il n'y a plus besoin d'apprendre ça. C'est que les IA aujourd'hui nous posent des questions. Et les bonnes IA vont vous poser tellement de bonnes questions que quoi qu'il arrive, votre prompt sera bon et efficace. Le but, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et même les IA maintenant vous posent la question qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et à partir de là, eh bien, en suivant simplement des réponses et un dialogue qu'on fait avec une IA, on obtiendra quoi qu'il arrive un résultat extraordinaire. Il n'y a plus besoin d'être un ingénieur en prompt. Moi, je n'y crois plus du tout. Ça a tellement progressé que même si vous faites une faute d'orthographe, une faute de grammaire, que vous n'avez pas la bonne phrase, à un moment ou à un autre, vous allez quand même arriver au résultat que vous recherchez. Et c'est ça qui est génial dans l'IA. Alors Christophe ajoute dans le chat, il y a même des marketplaces de prompts. Donc Bien évidemment, sûr. vous avez des gens qui vendent des prompts. Donc là aussi, c'est un business, mais on ne va pas le traiter dans ce webinaire. Ma Et on théorie, c'est va que ça ne durera pas longtemps. exactement. Oui, c'est que le fait d'utiliser un prompt, en fait, bon, aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, on est sur des interfaces séparées, mais comme on vient de le voir dans cet exemple sur la suite Adobe, en fait, c'est complètement intégré, quoi. Il y aura même plus de requêtes, hein, on peut dire ça, Alexandre. Ça deviendra automatique. Enfin, c'est même C'est pas un ça dialogue, deviendra, ça l'est c'est pas déjà. automatique, c'est l'IA qui va nous générer l'idée. C'est un peu comme si on a un bon prof qui est à côté de nous et qui va nous qui va nous obtenir le bon résultat. Bah, le bon prof, c'est l'IA. C'est elle qui va nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et elle va Oui. tellement bien nous le dire que quoi qu'il arrive, on arrivera au résultat. Moi, je le vois déjà. Mais il est important de toujours garder en tête, mais ça tu connais, c'est mon côté un peu, que l'IA en elle-même ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire que c'est juste un algorithme.
qui est en train de générer quelque chose. Donc, pour que toutes les personnes qui soient là le comprennent bien, quand on parle du fait que ça va dépasser l'humain ou autre, là, oui, ça va dépasser dans les capacités de traitement. Une calculatrice est bien supérieure à moi pour faire des calculs beaucoup plus forts que ce que je peux calculer de tête. Mais malgré tout, en fait, il y a toujours une interaction, hein. Quelqu'un demande quelque chose et l'outil le fait. Mais à un instant donné, en fait, il n'y a pas de réflexion de la part de l'outil, hein, pour le faire. Il a été préprogrammé pour ça. On- Donc on- les scientifiques nous disent dans 3 ans, ça change. J'attends 3 ans. Ça fait, ça fait 20 ans qu'on nous dit que la voiture autonome va être sur les routes et elle en est encore loin. Mais là, tu es enregistré, Joachim, donc j'aurai une preuve de ce que tu attends. pour revenir donc sur notre problématique qui est opportunité ou menace pour les professionnels du marketing, on va recentrer sur l'entreprise. On voit dans l'étude que tu nous as partagée, Joachim, que, on va dire, il y a beaucoup d'utilisation clandestine finalement de ces IA dans le monde professionnel, c'est-à-dire des salariés, des collaborateurs de groupes d'entreprises qui utilisent les IA dans le cadre de leur travail quotidien, mais qui ne le disent pas forcément autour d'eux, à leurs supérieurs, à leurs collègues, dans le cas où les systèmes d'information le permettent, hein, dans le cas où il y a la possibilité de pouvoir accéder à ces interfaces, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et donc, en fait, on a un peu l'impression qu'on assiste à deux dynamiques contraires. D'un côté, on a les grandes entreprises qui freinent en raison des risques, et ces risques sont réels, hein, de protection des données. Et donc, je le disais, certaines interdisent même l'accès à ces IA sur les postes informatiques de leurs collaborateurs. Alors, quand on imagine bien le genre de groupe, hein, c'est les groupes du CAC 40, avec des systèmes informatiques intégrés, protégés par des VPN. Peut-être que parmi vous, dans les spectateurs, vous êtes concernés. D'ailleurs, même certains n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Et puis de l'autre, on a les plus petites structures. Alors, on va aller de l'indépendant à la start-up, qui, elles, ont fait le grand saut et ont complètement intégré ces IA dans leur fonctionnement, et donc on a des bénéfices réels. Est-ce que dans la réalité, c'est aussi clivant que ce que je viens de dépeindre? Alors, c'est pas aussi clivant que ce que tu viens de dépeindre, c'est-à-dire que dans les grands groupes, il y en a beaucoup qui s'en sont saisis depuis le début, hein. C'est-à-dire que on voit Groupe La Poste ou autres qui s'en saisissent pour mettre en place des solutions pour leurs propres collaborateurs ou à l'extérieur. On a d'autres groupes, par contre, qui vont, eux, mettre en place des niveaux de sécurité très forts. Ça ne veut pas dire que la Poste n'a pas des niveaux de sécurité très forts, ça veut juste dire qu'il y a un temps en fait, de maturation et il y a une peur, hein, qu'on peut comprendre qui n'est pas présente dans une TPE ou une petite PME, à savoir qu'il y a des secrets industriels et quand vous êtes en train de travailler sur je sais pas, un document et que vous avez besoin d'en faire un résumé et que vous le mettez dans un chat GPT et que c'est un document extrêmement sensible et que vous n'avez pas coché la case qui permet de ne pas enregistrer les informations que vous venez de transmettre en fait à OpenAI, ChatGPT, ça va servir après à l'entraînement futur en fait de l'algorithme. Ce qui fait que vous avez potentiellement des données extrêmement sensibles qui peuvent sortir. Donc, on comprend que dans un premier temps, quand des groupes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a quand même eu un défaut de transparence au départ, il faut bien dire ce qui est, vous avez en fait une peur que ces outils servent pour des raisons en fait qui ne sont pas nécessairement du tout au service de l'entreprise. Donc, je comprends qu'il y ait cette peur. Et puis ensuite, vous avez quelque chose d'assez amusant. C'est que les dirigeants d'entreprise, très souvent, vous les entendez dire « Ah, d'ailleurs, j'ai utilisé ChatGPT pour générer mon discours », les mêmes pour lesquels l'entreprise interdit l'utilisation des IA génératives. Donc bon, et encore, c'est surtout ChatGPT qui fait peur. Donc, en l'occurrence, le constat est bien plus divers que de dire il y a les petites entreprises, tout le monde s'en saisit. D'abord, pour s'en saisir, il faut avoir envie, savoir pourquoi on s'en saisit. Moi, je l'ai implémenté dans mon cabinet de conseil. Vous avez la moitié des personnes qui s'en sont saisies, l'autre moitié qui s'en est saisie puis a abandonné. Vous avez besoin de revenir à la charge pour dire mais ça peut faire ça aussi. C'est-à-dire c'est pas si simple que ça. Et quand on regarde dans les entreprises que je conseille qui sont en train de l'implémenter, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire l'utilisation peut être simple quand les gens ont une fluidité avec les outils. Elle l'est beaucoup moins et c'est pour ça qu'il y a des besoins de formation en fait pour des personnes qui au quotidien se disent mais pourquoi j'utiliserais ça? Moi c'est bon, je réfléchis et je suis capable de générer un texte. Donc il faut faire comprendre petit à petit ce que ça apporte. C'est ce fameux accompagnement au changement dont on parle beaucoup et dont on dit oh, c'est pas si important que ça. Si, si,
c'est très important parce que les freins, ils sont là. Donc, dans les grandes entreprises, ça va mettre du temps, en fait, avant vraiment d'arriver. Par contre, ça va arriver dans le quotidien de chacun, et là, c'est là que ça va être le plus dur, avec des outils comme Microsoft Office 365, Voilà, OK. puisque ça va être intégré directement dans le quotidien des collaborateurs ou pas, parce que les entreprises qui aujourd'hui sont, en fait, ont un frein à l'utilisation peuvent le bloquer, hein. Donc, on verra comment ça va être, ça va arriver en entreprise. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de collaborateurs qui vont directement utiliser le copilote de Microsoft qui permet de faire plein de choses formidables. Alors, c'est souvent ça, en fait, on compare un petit peu, parfois, les NFT, et on dit: «Voilà, ça, c'est comme les NFT, ça va retomber. L'IA, c'est quelque chose qui est pas obligatoirement là pour durer». Bah, en fait, ce qui change tout par rapport à ce qui s'est passé sur les métaverses, les NFT et toutes ces innovations, technologiques, c'est ce que tu viens de dire, Joachim. Moi, c'est mon credo aussi, c'est de dire qu'il y a de l'AI inside everything. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être de la publicité qui était, Intel, où il y avait Intel Inside. Et là, maintenant, c'est l'AI qui est à l'intérieur de tous les logiciels. Moi, ce que je vous fais comme pari, c'est dans très peu de mois, un logiciel qui n'a pas de l'IA intégré à l'intérieur même de son logiciel sera un logiciel ringard et qu'on ne voudra pas l'utiliser. Donc, tu viens de citer Microsoft qui va donc dépenser des milliards pour que la suite Office soit 100% pilotée par de l'intelligence artificielle. Mais Microsoft a aussi annoncé Windows 11 entièrement piloté avec de l'intelligence artificielle. Et si vous allez chez Google, toute la suite de Google, c'est Google AI, c'est pareil. Moi, j'utilise Notion, qui est un outil aussi très populaire dans le milieu des startups. Eh bien, il y a de l'IA et je m'en sers tous les jours, je ne peux plus m'en passer. Vous allez sur WordPress, il y a de l'IA Inside, vous allez pouvoir faire du CSS, créer des contenus directement, c'est intégré. Vous allez sur Salesforce, ils ont créé Einstein GPT, qui est en fait un système qui permet de parler avec son CRM. Vous allez sur n'importe quel logiciel, même Miro qui est un logiciel qui permet de faire des brainstorming et plein d'autres choses. Il y a de l'IA, vous pouvez faire des post-it les uns après les autres. 100% des logiciels, c'est pas une annonce, c'est clair, vont utiliser. Vous allez sur Canva, Canva qui est un logiciel comme PowerPoint qui permet de faire des présentations. Vous pouvez rajouter des éléments entièrement avec de l'IA. Vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire avec une IA. Donc 100% des logiciels, ça c'est pas une prédiction, c'est déjà commencé, vont utiliser de l'intelligence artificielle. Donc on sera obligé, même si on le veut pas, quand on utilise un logiciel, d'avoir de l'IA. Et ça deviendra naturel, comme on utilise Word pour écrire un texte ou comme on utilise Excel pour faire un tableau. Eh bien on aura l'IA qui analysera le tableau et qui nous aidera à écrire le texte. C'est comme ça que ça va être entièrement popularisé, ça va être compliqué d'arrêter ça. Alors Alexandre, on va dire là, c'est le côté clair, hein, de la force, mais il y a aussi peut-être un côté obscur, parce que bon, les métiers du marketing digital, hein, depuis 20 ans ne cessent d'évoluer et les IA génératives, c'est une nouvelle rupture, hein, technologique, d'innovation. Malgré tout, on a quand même l'impression que là, on a encore passé un niveau seuil d'accélération et que ben, ces IA elles vont rendre complètement obsolètes certains métiers. Alors, je pense à certains métiers comme par exemple rédacteur web, copywriter, graphiste, peut-être même les community managers. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois? Oui, alors ça, je pense qu'il va y avoir une grosse évolution de tous les métiers. En tout cas, c'est ce que je perçois dès aujourd'hui. Alors évidemment, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place et qui va freiner un petit peu les choses en France. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des bonnes choses dans ces réglementations. Il y a l'IA Act que Joachim doit bien connaître, qui est en train de se mettre en place en Europe. Mais pour répondre vraiment plus précisément à ta question, oui, il y a certains métiers qui vont être complètement disruptés. Donc dans un premier temps, toutes ces personnalités vont pouvoir utiliser des IA pour améliorer leur quotidien, pour rendre plus fluide et pour aller plus vite dans ce qu'ils faisaient avant. Mais effectivement, on va avoir moins besoin d'un spécialiste de la rédaction puisque bah, on a des spécialistes IA qui font ça très bien. Et donc, il y aura plutôt besoin d'un correcteur final. Il y aura besoin de quelqu'un qui met une touche finale humaine. Mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Que ça soit dans le SEO, que ça soit dans le SEA avec la publicité, puisqu'on assiste déjà à des IA qui vous génèrent des images qui peuvent être temps réel bientôt en fonction du profil de la personne qui visite le site. Donc on en est là déjà. Donc c'est complètement fou à quel point on va être obligé de changer complètement notre vision du marketing digital, puisqu'on va avoir un assistant presque parfait qui va être capable de faire tout ce qu'on faisait avant en un laps de temps assez long. On va pouvoir le faire en un laps de temps très 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 court. Donc ça va raccourcir complètement. Et il y a un avantage quand même, Louis, je reste positif, c'est que tout le monde va avoir le même pouvoir. À partir du moment où vous allez décider d'utiliser une intelligence artificielle pour faire une image, une vidéo, une publicité, du SEO, tout le monde va être capable de le faire. Effectivement,
plus ou moins facilement, comme le disait Joachim. Il y a des gens qui ont besoin de plus de formation, d'accompagnement, qu'on les tienne par la main, c'est vrai. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser Excel, ça existe encore. Des gens qui ne savent pas utiliser PowerPoint correctement ou qui utilisent 5% des fonctionnalités. Donc, il y aura toujours besoin d'accompagner. Mais ceux qui vont utiliser les IA dans le marketing digital auront la possibilité de faire tous les métiers. Moi, ce que je crois, c'est qu'il va y avoir une plus grande polyvalence, puisqu'on aura un potentiel plus grand pour assister. Alors après, il faudra des gestions de projets, il faudra des gens qui seront capables de gérer des projets assistés avec de l'IA, et effectivement, les exigences des entreprises vont augmenter. Parce qu'avant, si on disait pour faire des images, il faut des semaines, là, il faut des secondes. Donc évidemment, ça change tout. Donc à partir du moment où les managers vont prendre conscience que c'est plus facile qu'avant de créer des contenus marketing digital, eh bien oui, il va y avoir une accélération de tout ça. Il va falloir que les salariés soient au courant et utilisent. Et puis après, alors ce qui fait le plus peur, c'est à quand leur disparition sur ces mondes-là, puisque effectivement, si c'est l'IA qui prend cette part du travail, il va falloir qu'on invente d'autres métiers. Alors, je rebondis. Merci. Vas-y, Joachim, attends, je te fais juste la transition parce que bon, toi, tu as une vision effectivement sur le management des organisations et on a vu que le marketing digital sur, allez, on va dire les 10-15 dernières années avait tendance à devenir de plus en plus spécialisé. On formait des experts dans un des leviers et qui devenaient à la fois des experts stratégiques et techniques de ces leviers. Et on voit qu'avec ces IA génératives, en fait, le seuil d'adoption de technique de ces leviers, il devient de plus en plus bas. Donc, comment ces professionnels ils peuvent se repositionner? Et puis surtout, au niveau de l'organisation, est-ce que ça nécessite de revoir les schémas parfois très silotés de certains grands groupes et peut-être d'aller vers ce que disait Alexandre, avoir des gens plus généralistes, peut-être plus moutons à 5 pattes? Alors oui, déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et ce qu'a dit juste avant Alexandre. On a de toute façon des fonctions qui vont fusionner. Alors, je parle des fonctions, je ne parle pas des gens nécessairement, parce que moi, ce que je remarque au niveau des directions marketing, communication, souvent quand on a une crise qui arrive, c'est là qu'on réduit un petit peu. Mais dans la réalité, en fait, ils sont déjà soumis à énormément de pression parce qu'il y a un travail énorme à faire et donc les outils de ce que je vois, vont plutôt en fait être une aide pour être capable de produire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, effectivement, ça crée des passerelles entre les différents métiers. Ça veut dire que marketing, communication doivent de toute façon se rejoindre pour faire en sorte en fait d'être en capacité de produire de manière plus rapide. Mais c'est le cas dans plein d'autres métiers. Il y a un phénomène qui est intéressant. J'étais à Vivatech la semaine dernière. Je suis allé rencontrer les responsables innovation du groupe Carrefour. Vous avez sans doute entendu qu'ils ont sorti un outil qui s'appelle Opla, qui est un chatbot qui permet, quand vous allez sur le site d'e-commerce de Carrefour, d'interagir en fait en disant tiens, j'ai envie, qu'est-ce que tu me proposes de manger ce soir? Et puis il va faire une liste de courses en qualifiant le fait qu'on est à telle saison de l'année et donc que les produits vont correspondre à cette saison. Enfin bon, il y a un certain nombre de caractéristiques. Ça, c'est l'utilisation des IA génératives au quotidien qui sont déjà utilisées par les métiers pour produire des nouveaux outils. Vous avez la même chose côté marketing communication, mais là, on change de fournisseur. On n'est plus chez OpenAI avec ChatGPT ou GPT, là c'était GPT-4 qui était utilisé. On passe chez Google avec Bard. Et donc, côté Marketcom, les équipes innovation, en fait, sont en train de mettre en place plein de fonctionnalités qui leur permettent, à partir d'une sortie produit, d'être capable en fait de générer semi-automatiquement, parce qu'il y a toujours des vérifications à faire, notamment non pas 20 postes comme c'était le cas avant, mais 50 et dans des langues complètement différentes. Et donc, ça donne une capacité en fait de production qui n'était pas du tout la même auparavant, de générer des images. Alors, on commence à parler vidéo, mais pour eux, c'est pas un sujet parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop, on est trop en amont. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives très intéressantes. La génération de son, vous savez, vous avez des spots radio dans lesquels, à la fin, vous avez la loi qui est rappelée. Et typiquement, ils vont utiliser très rapidement la génération par voix dans différentes langues en fonction des lois, le texte correspondant, donc avec un speaker totalement de synthèse, mais avec une voix qui est parfaite, qui permet en fait de dire ces phrases qui vont souvent assez vite et de les changer quand c'est nécessaire. Et donc, ça intervient dans la chaîne de production et vous êtes capable directement de l'injecter à l'intérieur. Par contre, alors, une des questions qui va se poser, et là, ce n'est pas un petit sujet, c'est que ces IGA génératives, par exemple, vous utilisez ChatGPT, vous avez un abonnement
de 20 € par mois qui vous permet d'accéder aux plugins et à des fonctions absolument gigantesques. Analyse de PDF, le PDF devient une base de données, enfin bon, des fonctions absolument extraordinaires. Mais On par parle exemple, avec des PDF, c'est drôle. On parle avec des PDF. on parle avec des PDF, exactement. On interagit en fait avec cette nouvelle base de données et un ou des PDF, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs PDF. Hmm. Et vous avez côté donc Carrefour qui vous dit oui, par contre, il va falloir faire attention parce que là, le chatbot qu'on a mis en place donc avec Hopla, ça nous coûte très cher parce qu'il y a un paiement à chaque interaction. Et quand vous avez 1 million de personnes qui vont regarder ce que c'est une opération de com très bien faite, c'est un très bon marketing. Par contre, pour l'instant, le ROI et le business model, ils vont le chercher. Ils ont été obligés de faire baisser les prix qui sont publics de GPT-4 pour dire, oulala, attention, là, ça va être insoutenable. Quand on est dans la génération d'images, ça va être la même chose. Vous avez, c'est énormément de puissance de calcul. Il faut bien que les entreprises qui produisent ces images, à un moment donné, gagnent leur vie et pas uniquement en étant financées par des grands acteurs comme Microsoft ou même Google qui peut le vendre, entre guillemets, on n'a pas le droit de vendre à perte, mais donc avec un business model qui reste encore à imaginer avec des prix pour soutenir en fait ce business qui, aujourd'hui en tout cas, sont discutés par les acteurs de terrain parce que là, typiquement, en face du chatbot Hopla, vous n'avez pas un service supplémentaire qui est payant auprès des utilisateurs. Donc, c'est un coût supplémentaire qui est apporté, qui est formidable dans l'utilisation. C'est hyper intéressant. Vous avez une interaction avec le panier. Bon. Ouais. Mais d'un point de vue pratique, il faut que ça génère de l'argent. Donc, c'est soit plus de ventes, soit un coût qui va être impacté directement sur la vente. Bah, il y aura quand même des salaires en moins, puisqu'il y aura tout le personnel qui était au service, justement, client. Il va y avoir beaucoup moins de monde, puisque c'est les IA qui vont répondre. Donc déjà, ça peut compenser un petit peu le modèle économique. Et tu as raison, de toute façon, quand il va y avoir des millions de personnes qui utilisent les API d'OpenAI, qui sont celles de ChatGPT, moi je les utilise dans plein de programmes. Les prix sont pas très élevés aujourd'hui. Alors sur des centaines de millions de transactions, ça reste très élevé. Mais si c'est la nouvelle méthode pour parler avec tes clients, de toute façon, c'est leur modèle économique à tous ces grands groupes qui fabriquent des IA génératives. Effectivement, pour les images et pour tout le reste, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais aujourd'hui, quand tu réfléchis, que tu dis, voilà, je vais payer 25, 35 € ou 40 € même par mois pour utiliser une IA générative, effectivement, si tu mets en face tout ce qu'elle va faire par rapport à des salaires, il n'y a pas photo, hein. Donc c'est extrêmement économique, même si tu payes 40 €. Et après, si tu payes l'API où ça coûte plus cher, parce que c'est 0,00 quelque chose sur des tokens, il y a un mode de calcul qui est un peu compliqué, volontairement d'ailleurs, je pense, pour que les entreprises ne se rendent pas compte tout de suite que ça va faire quand même beaucoup d'argent, tu as raison. Quand on fait les calculs, il y a des simulateurs pour ça, on se rend compte quand même que ce ne sont pas des montants complètement fous qui sont à payer. Donc le modèle économique pour eux, il est très bon. Et puis après, Microsoft qui nous installe l'IA, il ne nous a pas dit encore si ça allait être payant en plus ou pas. On ne le sait pas ça encore. C'est pas, ça n'a pas été officialisé. Donc est-ce que vous allez avoir une option où vous dites, moi je mets de l'IA dans mon logiciel et je paye une fonction avancée, comme par exemple sur Notion, je paye quelques euros de plus par mois pour avoir l'IA de Notion. Je peux avoir Notion en l'ayant gratuit, je peux payer Notion pour avoir des fonctions avancées et je peux payer l'IA en plus de Notion. Donc le modèle économique repose sur de l'abonnement, évidemment, à ces fonctionnalités. Oui, juste un point, c'est que la méfiance des acteurs économiques aujourd'hui, quand je discute avec eux, elle est sur le fait que GPT 3.5, donc qui était la version antérieure à la 4 qui sort là, mais les API ne sont pas encore tout à fait accessibles, sauf aux acteurs qui sont prioritaires. Le prix a été multiplié par 10. Donc juste la méfiance, elle vient du fait de dire, oui, mais attention, il ne faut pas nous multiplier comme ça chaque version en termes de prix, parce qu'il faut qu'on puisse se projeter dans le long terme. C'est plus ça. C'est la loi de l'offre et du marché. C'est sûr que, voilà. Alors, on a une question d'Olga qui est pas mal, qui nous dit je crois que la créativité humaine sera très demandée car générer le contenu sera un acquis, mais générer avec la créativité, c'est tout autre chose. Donc là, c'est sur la dimension, on va dire, artistique, créativité, mais si on applique ça à la relation client, il y a peut-être en fait une question d'hybridation. C'est que jusqu'à quel niveau on met de l'IA, donc du chatbot, en tout cas de l'interaction avec notre client ou notre prospect, et peut-être qu'il faut réussir à déterminer à quel moment on va avoir un humain qui va peut-être faire le dernier kilomètre ou la transformation de la transaction. C'est ça aujourd'hui la réflexion qu'il y a dans les organisations, Joachim? Alors, dans ce qui est prévu… Vas-y, Alexandre. Pardon.
Moi, je ne trouve pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question ne se pose pas entre un graphiste et une IA générative, et demain, elle se posera d'une manière différente. C'est-à-dire que les esprits créatifs, c'est-à-dire être capable de produire une image, il faut qu'une personne soit capable de se projeter dans ce qu'elle veut. Même si l'IA pose des questions, vous avez beaucoup de gens qui, même dans la communication, ne sont pas capables de déterminer ce que serait une image finale. Donc, vous avez besoin des créatifs, vous avez besoin des personnes qui, eux, sont capables de se projeter. Et quand vous êtes sur des opérations marketing ou autres assez simples, bien sûr que vous pouvez utiliser une IA générative, mais dès que vous êtes sur des aspects publicitaires, dès que vous êtes sur… C'est plus compliqué parce que c'est un dialogue aussi. Et au sein de l'entreprise, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a fait de la communication ou qui a fait du marketing, mais qui n'a pas l'habitude de travailler sur de la publicité ou autre, tout d'un coup de se transformer en publicitaire. Donc, il y a à un moment donné, pour moi, les aspects Bah, créatifs, ça va bouger, mais dans le temps. Ça ne veut pas dire que c'est créatif. Pour moi, hein, il est important qu'ils se saisissent de ces outils parce que ça décuple leur capacité. Et moi, je suis plus quelqu'un de positif, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire que globalement, quand on a des outils à disposition de ce type, on multiplie ses capacités, on multiplie la créativité, on multiplie les possibles en fait. ouais, enfin, je suis d'accord avec toi en partie. Mais il y a quand même un truc, c'est que les intelligences artificielles qui sont en train de progresser à une vitesse folle, aujourd'hui, ce que tu es en train de nous dire, il faut qu'on refasse le même débat dans 6 mois et dans un an. Et on ne pourra pas faire le même débat, Joachim, parce que ça progresse trop vite. Là, par exemple, jusqu'à maintenant, tu parlais de reconnaissance d'image. Midjourney ne le faisait pas. Et dans la version 5, ils ont dit, bah maintenant, si vous m'envoyez une image, je vais décrire l'image avec l'algorithme de Midjourney et je vais te proposer 4 prompts. Tu n'auras pas à les écrire, hein. Je vais te proposer 4 prompts qui vont te permettre de générer une nouvelle image en reconnaissance de ton image précédente. Donc imagine, tu es une entreprise et tu dis, bah voilà, j'ai fait des visuels de présentation de mes produits, envoie ça à Midjourney version d'aujourd'hui et fais-moi d'autres visuels. Bah elle va le faire. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir réfléchi sur quelque chose. Et encore pire, Stylia est capable de comprendre un petit peu les attentes des clients en allant à l'analyser de façon très précise ce que veulent les clients sur le design, sur les services ajoutés, bah, elle va être capable de générer l'image qui correspond aux besoins, voire en temps réel, comme le faisait Criteo en envoyant des messages publicitaires à nouveau quand tu étais déjà passé sur, je sais pas, une imprimante, tu voyais des cartouches. Bah là, tu vas voir les cartouches qu'il te faut parce qu'on saura en plus que c'est la bleue, la jaune et la rouge qui te manquent. Et l'IA, elle est capable de faire ça très facilement à court terme. Donc, je suis un peu plus inquiet que toi sur la façon dont ces métiers vont évoluer parce que l'IA est en train de répondre à des problématiques que les humains ne peuvent pas adresser aussi vite, en tout cas. Alors moi, je garde quand même en tête le fait que ces groupes, ils grandissent de plus en plus, ils sont donc de plus en plus complexes, et je pense que ces IA génératives, en fait, elles redonnent des capacités de traitement de la grande complexité. C'est-à-dire que c'est comme les êtres humains, on vient de passer à 8 milliards sur Terre. Il y a un moment donné, les sociétés deviennent hyper complexes. Et en fait, ces IA génératives nous redonnent une capacité en fait, de compréhension et de traitement. Et Oui. donc, quand tu es dans une entreprise qui grossit beaucoup, moi je travaille avec des acteurs qui ont 1000 collaborateurs, 2000, 5000 nouveaux par an, euh, tu ne peux pas en fait aussi rapidement avoir ne serait-ce qu'une direction de la com ou du market qui bouge avec des gens en capacité en fait de se transformer aussi vite. Donc ça va, et c'est un peu l'inertie hein, dont on parle souvent des grandes entreprises. Mais c'est vrai que ce sera sans doute le cas pour des entreprises plus petites. Mais les grandes entreprises, tu as un phénomène en fait d'inertie qui fait que bah, tu as des gens en place, c'est souvent avec eux qu'on va travailler. Il faut que ces gens se forment. Ils viennent se former chez toi, ils viennent se former dans mon MBA et dans d'autres formations. Mais en fait, il faut que ces gens bougent parce que c'est eux qui sont en place en fait. Et alors, soit à un moment donné, leur emploi est supprimé, soit au contraire, on a plus de besoins qu'avant. Et moi, je vois plutôt le phénomène où les besoins sont assez insoutenables pour une partie des équipes qui n'en peuvent plus et qui ont besoin d'aide. Et ces aides, en fait, pour moi, c'est en partie des gens, c'est-à-dire des équipes supplémentaires, mais il y a des problèmes de coûts, et en partie des outils. Et là, on a ces outils qui arrivent, qui sont une formidable opportunité, justement, pour être capable de scaler, de monter en charge. Alors justement, Joachim, bon, tu l'as dit, mais peut-être qu'on peut passer à la partie conseil hein, qu'on peut donner donc, aux professionnels de la communication du marketing, et il y en a donc qui nous écoutent. Il y a plusieurs démarches hein, pour faire face à cette révolution, pour s'adapter, pour prendre de l'avance.
La plus évidente, bien sûr, c'est la formation. Et là aussi, il y a plusieurs niveaux. L'auto-formation, la formation courte, le bootcamp, qui est un petit peu plus long, jusqu'au MBA qu'on connaît bien tous les trois. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces professionnels qui, pour l'instant, n'ont pas encore sauté le pas de l'IA, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, mais comme on l'a vu depuis le début de ce webinaire, en fait, ça va arriver, quoi. Donc, comment on peut se préparer? Comment on peut se former? Alors, les préparations, elles sont multiples. Effectivement, on a la possibilité d'aller chercher de l'information sur YouTube. Il y a beaucoup de tutoriels ou autres, mais ça avance à une vitesse considérable. C'est-à-dire qu'un conseil qui a été donné il y a 3 semaines, Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, il y a les plugins qui arrivent. Les plugins, il y en a déjà près de 500 sur ChatGPT. Pour être capable de comprendre ces 500, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux effectivement se tourner vers des formations qui sont en mesure à un moment donné, à travers un groupe d'élèves, d'étudiants, d'aller regarder quelles sont les possibilités d'interagir et de ne pas rester tout seul avec juste son outil. Comme l'a dit Alexandre, ça évolue à une vitesse absolument considérable. Donc, être capable de se tourner vers des formations de qualité, donc là, ça va dépendre aussi de votre niveau, de ce que vous voulez faire par la suite. Si vous êtes un expert métier, que vous voulez intégrer les IA génératives et les autres IA, vous avez le MBA en intelligence artificielle. Si vous voulez vous former au marketing, à la communication, au commerce, vous avez, il en parlera mieux que moi et même toi, le MCI. Avec l'intelligence artificielle qui est maintenant intégrée, et ça c'est formidable, puisque ça permet justement vraiment de mieux comprendre ces enjeux. Et si vous avez des besoins beaucoup plus techniques, là vous avez des bootcamps, mais qui vont être plus par contre sur des fonctionnalités de la data, sur de la compréhension de Python par exemple, la capacité à faire de la programmation Python. Mais là vous êtes vraiment dans des domaines qui me semblent plus techniques et moins adaptés, en tout cas pour ceux qui veulent mieux comprendre les IA génératives. Là, on a besoin d'échanger avec beaucoup de gens. Nous, au MBA en intelligence artificielle, on a fait un partenariat de recherche avec le groupe Talent et on a la possibilité d'avoir plus d'une dizaine de docteurs qui viennent interagir avec nos étudiants et leur montrer en gros comment, dans le quotidien, on est capable soit de les programmer, soit d'évoluer, soit d'utiliser les API qui ne sont pas encore disponibles, mais qui sont en fait ouvertes aux chercheurs, notamment chez OpenAI, chez Google. Et donc, ça ouvre plein de perspectives. Donc voilà, ça dépend en fait de ce qu'on souhaite faire, mais par contre, il me paraît évident, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du marketing, vous ne pouvez pas faire de la communication, vous ne pouvez pas être dans des métiers du commerce avec la relation client, vous ne pouvez pas être dans d'autres métiers industriels sans intégrer cette dimension. C'est une nécessité. Quel que soit votre âge, vous avez, si vous voulez, vous êtes plus de 35 ans et vous voulez intégrer en fait toutes ces notions, intégrez-les rapidement parce que ça va vous rendre beaucoup plus employable. Si vous avez moins, c'est-à-dire vous êtes dans la tranche alors pas 18 ans, parce que 18 ans en entreprise, ça reste compliqué, mais en tout cas, vous êtes dans la tranche des 24-35 ans, et vous avez des formations en fait, qui sont, ou même 20-21, je pense, je ne sais pas à quel âge vous débutez dans le MCI, je crois que c'est 24 ans, non Oui, alors on est Bac plus effectivement 5. bac plus 5, on est plutôt sur l'executive education, on a effectivement des étudiants jeunes, mais la moyenne d'âge, elle est plutôt autour de 30-40 ans. Ok, voilà. Typiquement, en fait, pour tous ces publics, et même si vous êtes un petit peu plus jeune, il faut vous intéresser, il faut que vous trouviez de quoi vous former. Les formations, elles vont pulluler, il va y en avoir des centaines. Nous, on est plutôt institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de vous apporter des outils qui sont déjà en place avec des gens qui sont connaisseurs de ces matières. Et donc, pour que vous ayez en tout cas la meilleure ouverture sur ce qui va se passer dans les mois et années qui viennent. Merci Joachim. Donc ça, c'est sur on va dire la démarche individuelle, mais il y a aussi les entreprises qui cherchent à se former. Et donc toi, Alexandre, tu interviens régulièrement en entreprise dans le cadre de différents formats. Ça peut être, on va dire, des petites piqûres dans le cadre de conférences, de masterclass, mais aussi dans des formations un petit peu plus suivies. Ça bouge du côté des RH qui cherchent à faire monter en compétence leurs collaborateurs. Exactement. Donc, moi, je forme des grands groupes, des PME, des startups, et on a mis en place justement des formations adaptées. C'est-à-dire que quand on fait un MBA,
c'est pour avoir un diplôme, c'est pour avoir des compétences très solides et c'est aussi beaucoup plus généraliste que l'IA évidemment dans le MBA-MCI. Depuis un an, on a déjà installé un parcours avec des cours autour de l'intelligence artificielle et des outils de l'intelligence artificielle, mais évidemment, c'est pas une spécialité l'intelligence artificielle dans le MBA-MCI. C'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus puissant. Le MBA-MCI, on apprend tout ce qu'on doit apprendre dans le marketing digital. Donc c'est ça qui est assez différent. Moi, j'ai construit aussi des parcours complémentaires avec Léonard de Vinci en partenariat. Notamment, on a formé le groupe Casino et on a formé des dizaines de salariés, plus précisément une cinquantaine, et qui donc ont découvert aussi dans leur parcours l'intelligence artificielle. Et puis j'ai des formations plus courtes qui sont sur une journée où on fait une découverte avec une masterclass, on explique tout ce qui se passe. Ensuite, on agit, c'est-à-dire qu'on prend quelques outils et on met les mains dans le cambouis, on utilise des plugins de ChatGPT, où on fait des choses qu'on ne fera pas naturellement. Et après, dans la phase finale, on met en place une stratégie pour changer. À partir de maintenant, vous avez compris ce qui existait, ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement pour changer la façon dont va travailler votre entreprise ou pour changer la stratégie de votre entreprise? Donc ça, c'est des formats beaucoup plus courts qui n'ont rien à voir avec le MBA et qui fonctionnent bien aussi, qui ne sont pas les mêmes besoins, hein. Quand on est en bac plus 5 et qu'on veut un diplôme comme un MBA, c'est vraiment quelque chose de solide et qui va durer dans le temps. Les formations qu'on fait qui sont plus courtes, il faudrait presque les refaire tous les 6 mois, tellement que ça a bougé. Écoutez, merci à tous les deux. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Je vais conclure en m'appuyant sur ce que vient de nous partager Christophe dans le chat, qui nous a dit, vu la vitesse de l'innovation, il est fondamental d'appliquer les bonnes vieilles règles de curation et de test and learn. Tout à fait. Si ce n'est pas déjà le cas, il faut que vous muscliez votre veille personnelle, donc autour justement de toutes les innovations technologiques, pas que l'IA, et d'essayer. Voilà, donc tous les noms d'IA qu'on a pu citer dans ce webinaire et ceux que vous pourrez trouver, eh ben, il faut les essayer. Il faut se tromper parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. J'ai même envie de dire, c'est surtout comme ça qu'on apprend, c'est en se trompant. Et donc justement les prompts, hein, pour revenir à une question qui nous était posée au tout début du webinaire, en fait, c'est quoi un bon prompt? C'est un prompt qu'on a beaucoup travaillé, et donc on a appris en fait à percevoir cette logique et appliquer cette logique des prompts. Concernant donc la prochaine rentrée du MBA-MCI, donc ce sera le 16 octobre, et puis on a également une deuxième rentrée dans l'année qui est en février 2024, donc peut-être que certains d'entre vous nous rejoindront. Et toi, Joachim, ta prochaine rentrée, c'est quand? Notre rentrée est en novembre 2023. Et donc là, on termine la promotion la fin de semaine avec des apprenants en fait, qui vont passer l'oral de leur thèse. Donc là, on est plus sur un travail de fond sur des sujets qui vont particulièrement les intéresser. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de Vinci Executive Education. Vous avez le MCI qui est présenté, vous avez le MBA en intelligence artificielle et vous avez la possibilité en fait de déposer votre dossier et de potentiellement donc passer un entretien qui, en fonction de votre profil, aboutira ou non pour que vous puissiez rejoindre la prochaine promotion. Donc ça se passe sur le site de Vinci Executive Education, que ce soit donc pour le MBA Management de l'IA avec Joachim ou le MBA Marketing Digital MCI avec moi-même, et aussi Alexandre, puisque donc il intervient au sein de ce MBA après voilà, l'avoir dirigé pendant 15 ans. Et puis si vous vous intéressez donc aux formations courtes et aux interventions dont a parlé Alexandre, c'est avec son agent qui s'appelle 3h33, donc vous pouvez trouver ça sur le site de 3h33 ou même en contactant directement Alexandre sur LinkedIn, sur Twitter. Enfin, il est présent sur tous les réseaux. Et puis n'hésitez pas aussi à prendre contact avec Joachim et moi-même. On vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire de Vinci Executive Education. On va essayer de faire ça à peu près une fois par mois. Donc on espère vous retrouver prochainement. Merci encore Alexandre et Joachim. Au revoir à tous.